Ben, je suis allé à Saint-Alban, 56. C'est-à-dire en pleine guerre d'Algérie, et à l'expiration de mon sursis. Et bon, je m'étais fait hospitaliser là-bas parce que je voulais vraiment avoir des certificats en béton, étant donné que je travaillais dans les cliniques, ça pouvait être un petit peu tiré par les cheveux. Et puis en même temps, j'avais envie d'y aller, donc je suis resté un mois là-bas. Ça devait être, je sais pas, l'hiver 56, je suppose. C'était bien, c'était beau. Il m'avait mis dans une... il m'avait trouvé une sorte de chambre individuelle. Mais alors, effectivement, comme il y avait un certain nombre de types qui me connaissaient, bon, à commencer évidemment par Tosquelles, il y avait qui, il y avait Gentil, il y avait Bito, je sais pas qui. Il y avait quelques infirmiers que je connaissais bien, et ils venaient sans arrêt me tirer par la manche et me dire, bon, allez, Félix, tu viens aux ateliers. Je me débrouillais bien avec l'imprimerie. Alors il fallait, oh, j'en avais marre, j'étais arrêté. Parce qu'à l'époque, je lisais Ulysse de Joyce et j'étais complètement pris. Et à partir de là, ça a beaucoup changé mon attitude. Après, au retour à la porte, je me suis dit que vraiment, on emmerdait les malades avec ces histoires. Qu'il fallait leur laisser beaucoup. Moi, j'avais tendance à faire des emplois du temps, faire des trucs très rigoureux et tout. Enfin, voilà. Mais c'était quand même l'hôpital psychiatrique. Hein. Enfin, tout ça. Bon. Les réunions de journal, je me souviens, le bar à la coopérative, qui était dans un quartier plus loin. On réfléchissait sur les conditions, les éléments qui devaient être réunis pour qu'il y ait éclosion d'une expérience comme celle de Saint-Alban. Bon, il y en a de nombreuses. D'ordre idéologique, je ne sais pas, culturel, politique, du point de vue du contenu politique, du point de vue des circonstances historiques, etc. C'est sûr que la misère, enfin ça a été dit 36 fois, la famine, on peut dire, a été un facteur pour déclencher un réflexe de survie, etc., etc. Donc on pourrait aligner, je sais pas, une dizaine de... Vous pourriez recenser une dizaine de facteurs, de composantes, peu importe. Or, il y en a, à mon avis, un autre qui est même plus qu'un facteur, qui est une sorte de condition de cristallisation de l'énonciation, de l'agencement même d'énonciation. Et celui-là, il ne se traite pas en termes de contenu idéologique, mais bien plus en termes de mutation de la subjectivité d'un certain nombre de gens. Et c'est, disons, le fait que Tosquelles, depuis certainement toujours, s'est positionné comme un militant politique. Alors je dis bien, c'est pas qu'il transporte des idées politiques, c'est que sa façon d'être
dans n'importe quelle situation, est politique. C'est peut-être difficile à décrire, mais moi je juge peut-être ça en comparaison avec moi-même. D'ailleurs, je pense qu'il y a une certaine complicité et antagonisme avec Dostoïevski qui s'est joué sur ce plan-là. Et moi, quand je suis venu à la Borde, je suis venu comme un militant. Je me suis mis à organiser les activités à la Borde, les réunions, les ateliers, les emplois du temps, à peu près comme j'organisais les groupes de jeunes, les cellules de groupes politiques dans lesquels au sein desquels j'étais impliqué. Ça veut dire que d'un seul coup, il y a un décentrement de la subjectivité. Il y a un objet social, une pratique sociale qui devient prévalente, qui prime sur un certain type de prestation narcissique, un certain type même de finalité immédiate. Le groupe, la logique du groupe, l'histoire du groupe, son évolution, son insertion dans le contexte, et puis même au-delà, sa mission, entre guillemets, prennent une autre fonction. Moi, je crois que Dostoïevski s'est d'emblée comporté comme ça, avec les bonnes sœurs de Saint-Alban, et avec tous les gens du personnel, avec toutes les tutelles, il s'est comporté avec une sorte de logique militante, et qui est plus une logique existentielle qu'encore une fois, je répète, une histoire de contenu. Et sans ce facteur, disons, cristallin de l'énonciation, il me semble que la mayonnaise albanaise n'aurait pas pris. Je crois qu'il y avait une sorte de duplicité quasi dadaïste, surréaliste chez Dostoïevski. C'est-à-dire, par exemple, à l'époque, ça me foutait en boule, par exemple. Je me disais, ouais, la démocratie, les élections, tout ça, c'est des prétextes, on s'en fout. Quoi. Lui, il pouvait très bien arranger les élections s'il voulait que tel paranoïaque soit président ou tel autre. D'ailleurs, qu'il n'avait pas de préjugés, ce que j'avais appelé plus tard de préjugés démocratiques. Je veux dire qu'il pouvait être, comme Houry d'ailleurs, ce sont des gens qui peuvent tenir compte, ils sont sur plusieurs registres à la fois. Ils peuvent très bien faire une lecture complètement militante, complètement fonctionnaliste d'un côté, puis en même temps une lecture complètement digne de, je ne sais pas qui, moi, Raymond Roussel, quoi, et à suivre d'autres dimensions. Notamment la polyphonie, disons, le multiple niveau de discours qui fait qu'il suivra les différents registres mis en jeu par tel schizophrène, tel psychotique, etc. Quoi. Tel paranoïaque. Alors, oui, il y a une sorte de subjectivité feuilletée, quoi. Qui fait qu'il faut avoir une certaine dose d'humour parce que tu es toujours sur plusieurs claviers, plusieurs registres. C'est comme si tu étais chef d'orchestre et que tu voulais produire une musique donnée, mais d'un autre côté que tu tiens beaucoup à ce que tel personnage très handicapé, handicapé physique ou débile, tienne la batterie, la grosse caisse. Alors tu modules un peu ton écoute. La logique de l'orchestre, ça serait de le vider. Non, vraiment, mais justement, il faut faire la musique avec ces types de partenaires. Alors, donc ça, ce que je te disais là aussi hier, c'est que le groupe sujet, c'est pas seulement quelque chose qui s'autonomise pour établir son propre système de coordonnées et qui développe ce qu'on pourrait appeler une politique extérieure, qui développe un certain type de rapport et qui, en conséquence, reçoit de l'extérieur une vision de lui-même. Ce qui fait que les positions des individus se trouvent au minimum surdéterminées par cette subjectivité collective, cet agencement subjectif dit groupe-sujet. C'est encore quelque chose de plus. C'est le fait que ça peut, dans certaines circonstances, instaurer une plage de référence de sens qui n'est plus du tout
en prolongement, qui est plus du tout en écho avec les univers de sens véhiculés à l'extérieur. L'exemple, ça peut être dramatique, l'exemple le plus extraordinaire, c'est Pol Pot, c'est le Parti communiste cambodgien. Tout coup, on voit des séquences de folie totale, quoi. Ou dans les congrès, des groupuscules, des mouvements dogmatiques, on voit qu'il y a une autre logique qui fonctionne. Les procès de Zinoviev, de Bakounine, des procès de Moscou, on ne peut pas les comprendre si on ne sait pas qu'il peut y avoir une sorte, non pas seulement de dérèglement du sens, mais de point de bascule, de point de remaniement profond du sens. Alors ça, on peut le mettre au compte de la folie oppressive, au compte de... Enfin, on voit tout le discours qui pourrait suivre avec ça. Les pratiques sociales sont hantées par le goulag, à la limite, en simplifiant comme tout ce qu'on a vu. Et alors, à mon avis, il faut voir les choses un peu plus loin. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a cette possibilité d'un degré zéro du sens, d'une scène permettant de reprendre des directions de sens, qu'il y a une jeunesse possible d'autres directions de sens. Il y a ce que j'appelle une hétérogenèse du sens, à la fois hétérogénéité et en même temps jeunesse processuelle à partir de noyaux comme ça, de reprise à zéro. Donc il y a l'idée d'une coupure, comme une scène de théâtre, qui se coupe des règles ordinaires du sens. Et il y a l'idée que sur ce type de scène, dès lors, certains éléments peuvent prendre une fonction de singularisation qui n'aurait pas autrement. Alors, la scène institutionnelle, c'est justement une scène sur laquelle tel symptôme d'un psychotique ou tel accident de la vie quotidienne, tel comportement caractériel, enfin, quelque chose qui se met au travers du fonctionnement normal, ça peut concerner aussi bien la femme de ménage que le directeur, la femme du directeur ou le psychotique là, du coin. Au lieu que ça reste dans une perspective circulaire, que ça tourne en rond de façon mortifère, ça peut déboucher sur autre chose, ça peut s'orienter, ça peut créer une sorte de développement baroque de la subjectivité. Et dans ce domaine, la psychothérapie institutionnelle a démontré qu'on pouvait aller très très loin. Ce qu'on peut arriver à faire avec 150 personnes, 180 dans la clinique de la Borne, c'est inouï. Le nombre de choses, d'activités, comme une musique institutionnelle, musique subjective, inimaginable dans le genre d'institution classique ordinaires, des cliniques ou des services ordinaires. Donc c'est ça, c'est cette possibilité qu'on crée une scène où des objets qui autrement seraient marginalisés, rejetés, rebutés, prennent cette fonction que Lacan a appelée objet petit a, c'est-à-dire se mettent à se processualiser. Bon, lui, il a trop laissé coller les objets petit a aux objets partiels freudiens. Moi, pour ma part, au contraire, je voudrais les rapprocher beaucoup plus des objets transitionnels de Winnicott ou ce que j'avais appelé des objets institutionnels, et puis au-delà des opérateurs de production de subjectivité. Je voudrais donc décoller cette fonction de suspendu sens du côté un peu lourdingue, un peu trop étayé sur le soma, un peu trop infrastructuro-somatique, pour les articuler avec des dimensions, des objets beaucoup plus déterritorialisés. Voilà en gros la question. Moi, avant que tu n'en parles comme ça, j'avais l'impression que ce qui avait donné cette originalité à la pensée de Toscaïès, c'était autant son passé militant qu'une espèce d'affinité très particulière avec la psychose. Chez Toscaïès ? Non, même chez toi, parce que finalement tu l'as rencontré alors que tu n'étais pas du tout... j'avais pas tellement de problème à rencontrer la psychose, c'est que j'étais un tantinet psychotique moi-même. Mais tu sais, c'est pas suffisant. Ça aide quand même. C'est nécessaire, mais pas suffisant. C'est sûr que tu m'aurais connu quand j'avais 11-12 ans. C'était assez spécial quand même.
Moi, je me suis guéri par mes histoires de groupe. Deleuze avait vu ça un petit peu, quoi. Comment ma dimension Félix était une façon de conjurer un être de pierre, quoi, ouais. Je suis pas bien guéri quand même. Enfin. Ça conserve la psychose, non? Tu crois pas? C'est vrai ça, parce que pour ce qui me concerne, j'ai des questions, des problèmes, des préoccupations que je retrouve à l'état neuf, complètement sans changement. Parce que c'est ce qui me désoriente toujours quand les gens disent ouais, c'est complètement dépassé. Je me souviens, il y a un mec qui me dit, qui n'était pas très gentil, il me dit, ah oui, Guattari, vous êtes un has-been. Je dis, ah oui, peut-être, oui. Mais tout ça, c'est des vieilles histoires. Enfin, ça. Quand tu dis que c'est complètement dépassé, j'ai rien dépassé du tout. C'est exactement les mêmes. Je peux déterrer les mêmes problèmes. Mourir est un peu comme ça aussi. On mouline. Que cette mémoire fantastique. Oui, on mouline, mais en même temps on mouline les mêmes trucs. C'est épouvantable quand il nous arrive de relire qu'on avait des fois enregistré des discussions dans les années 53, dans toutes les années début 50, on discutait beaucoup. Il y en avait certaines de ces discussions qui ont été enregistrées. Et alors on dit toujours la même chose, hein. C'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes développements, mais c'est